Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition du 19 octobre 2024 avec la présentation moi-même Jean Damascène Manishimwe. Sans transition, passons directement au développement de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, vient de recevoir le serment de nouveaux dirigeants. Le ministre de l'administration locale, le Dr Patrice Mugenzi, celui de l'agriculture et des ressources animales, le Dr Marc Kyubahiro Bagabe, le procureur général adjoint, Bonaventure Ruberwa, et le commandant-chef des forces de réserve, le général-major Alex Kagame. Le président de la République a, à cette occasion, rappelé que servir la nation est une noble tâche qui exige le dévouement, la discipline et le respect du droit. Il a indiqué que le serment ne doit pas être une simple formalité, mais plutôt un engagement à servir la population avec le plus de sérieux possible. Le chef de l'État a enfin montré que les ministères de l'administration locale et de l'agriculture et des ressources animales sont clés car ils ont une place de premier choix dans la vie nationale. Le Rwanda est un État de droit, anxieux des droits de la personne. Indication faite par le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, après que le président de la République, Paul Kagame, ait gracié 32 personnes. Suivant Alain Mukurarinda qui nous explique davantage en quoi consiste cette grâce présidentielle, quelles sont les prérogatives pour en avoir et quelle est la suite de la conduite à avoir pour ces personnes-là. Alain Mukurarinda. Grâce présidentielle, le président se base sur la loi. C'est une compétence qui lui est accordée par la loi, mais il y a des conditions. Le président ne se réveille pas comme ça un bon jour et il se permet d'accorder la grâce présidentielle. Il faut qu'au départ, il y ait une demande. Il faut que la personne qui demande remplisse certaines conditions, par exemple de son comportement pendant la peine de prison. On peut aussi regarder et examiner quelles sont les infractions qui ont été commises. Et si la personne qui demande la grâce présidentielle remplissent les conditions prévues par la loi, donc elle peut demander la grâce présidentielle et après conseil du ministre de la Justice, des membres du parquet, de la police et de l'institution dans laquelle la personne est emprisonnée. Parce que toutes ces personnes ont un mot à dire sur sa demande. Ils donnent leur décision, ils donnent leur conseil au président qui, au final, va prendre la décision. Bon, toute personne peut demander la grâce présidentielle, mais il faut regarder ce que la loi prévoit. Tu ne peux pas empêcher toutes les personnes qui sont emprisonnées d'écrire, de demander la grâce présidentielle, mais il y a des conditions, surtout peut-être ceux qui sont basés sur le poids ou la lourdeur de la peine. Ou de l'infraction qui a été commise. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Par exemple, quelqu'un qui a commis un crime de génocide, il faudrait faire attention et regarder la loi, ce qu'elle prévoit. Mais par contre, quand il s'agit c'est exactement la même chose pour la conditionnelle. Demander la liberté conditionnelle, il y a des infractions, des crimes pour lesquels la liberté conditionnelle ne va pas être accordée. Mais n'importe qui peut demander, il suffit quand tu demandes qu'on examine d'abord ce que prévoit la loi. Oui, ça peut être révoqué parce que quand on vous accorde une grâce présidentielle ou une réduction, une remise partielle de peine ou une libération conditionnelle, on vous donne des conditions à respecter. Par exemple, qu'il faut se présenter devant le ministère public, l'officier du ministère public, qu'il faut se présenter, qu'il faut demander une autorisation si vous voulez voyager à l'extérieur du pays. Ce qui signifie que, voilà, si vous ne remplissez pas les conditions, donc il peut y avoir automatiquement, il y aura des conséquences.
Ça dépend des conditions que prévoit la loi. Le plus important ici, c'est que ce cas soit prévu par la loi. Là, je parle de remise partielle de la peine. C'est ça le plus important. Donc, si la personne qui demande une remise partielle de sa peine remplit les conditions prévues par la loi sur ce cas précis, elle va recevoir ce qu'elle a demandé. C'est ça, je pense que c'est ça le plus important. Et puis, que ce soit prévu par la loi et que la personne qui demande remplisse les conditions. Le fait de se présenter au parquet, le fait de demander l'autorisation de voyager, et si tu ne t'es pas demandé l'autorisation, si tu ne t'es pas présenté, on a même facilité encore plus les choses parce que vous pouvez envoyer un message par email ou autre moyen de communication pour dire que expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas présenté. Parce que si vous ne vous présentez pas, c'est l'une des causes de révocation. C'est dire que on est dans un pays où, oui, les gens peuvent commettre des crimes et délits, et ils seront poursuivis selon la loi, mais il y a aussi de l'espoir que c'est pas parce que vous êtes condamné à une telle peine, qu'elle soit courte ou longue, que vous perdez espoir que vous n'allez pas sortir. Des fois, il faut aller jusqu'au bout de la peine, mais entre-temps, si vous remplissez les conditions prévues par la loi, on va vous accorder une grâce présidentielle, une libération conditionnelle ou tout simplement une remise partielle des peines, ce qui prouve aussi qu'on est dans un pays qui respecte la loi et qui l'applique telle qu'elle a été prévue. Et parlons santé à présent. Le ministère rwandais de la Santé se félicite des mesures de lutte contre l'épidémie de Marburg qui porte déjà des fruits dans le pays. Le dit ministère souligne par ailleurs qu'il ne faut pas baisser la garde car l'épidémie n'est pas complètement vaincue. Gloria Mukamabano nous en dit plus. Depuis le 27 septembre dernier, le Rwanda est confronté au virus de Marburg. Au départ, le virus a été détecté dans les 2 plus grands hôpitaux de la capitale Kigali avec des victimes au sein du personnel médical essentiellement. Parmi les mesures déjà en place, on peut évoquer le renforcement des mesures d'hygiène dans les lieux publics. Se voulant rassurant, le ministre de la Santé note que l'absence de mesures plus strictes s'explique par le fait que la propagation du virus en dehors du milieu hospitalier a été évitée. Là où on a eu des cas, au début c'était la plupart c'est toujours des agents de santé, des médecins, et ce n'est pas tous les médecins de ces hôpitaux, c'est vraiment spécifiquement dans ces départements. Mais on commence à voir, par exemple, un médecin avec un collègue qui travaille tout près, ça peut être un infirmier ou un médecin, c'est quand même spécifique dans ce département. Voilà, c'est ce qu'on sait actuellement et c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de transmission communautaire. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu'entre le 15 et le 17 octobre 2024, aucun cas de virus Marburg n'a été enregistré au Rwanda. Dans la même période, aucun cas de décès consécutif à cette épidémie n'a été signalé dans le pays. Au contraire, de nombreux patients atteints de l'épidémie se sont rétablis. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé indique qu'il ne faut pas baisser la garde car le virus Marburg est loin d'être vaincu. Nous venons d'avoir quelques jours consécutifs sans cas de décès liés à l'épidémie virus Marburg. C'est un bon signe que les mesures qui ont été mises en place par le pays sont en train d'avoir un bon résultat, que ce soit au niveau du dépistage, que ce soit au niveau du traçage des contacts, ainsi que des mesures de sanitation en général, la vaccination, ainsi que le traitement qui est donné aux personnes atteintes par le virus. C'est un bon signe. Nous pouvons dire que nous sommes dans la bonne voie. Nous ne pouvons pas crier victoire déjà, mais au rythme auquel les événements sont en train de se passer, nous espérons que d'ici quelques semaines, nous
pouvons dire que l'épidémie a été contrôlée totalement. Depuis le début de la vaccination contre l'épidémie de Marburg au Rwanda, près de 1000 personnes ont déjà été vaccinées, principalement dans le secteur de la santé. Le ministère de la Santé rwandais rassure ceux qui doutent du vaccin contre Marburg, affirmant qu'il est fiable car il a été suffisamment testé au préalable. La science est claire pour le vaccin, spécialement pour les phases préliminaires, que ce soit les phases précliniques, que ce soit les phases où le vaccin a été testé dans le modèle animal, mais aussi les premières phases initiales aussi ont montré que le vaccin n'a pas de problème, que le vaccin ne cause pas de soucis de santé, que le vaccin n'est pas dangereux. Et il y a aussi des données qui montrent que le vaccin crée une certaine réaction immunitaire protectrice. Donc on va continuer à suivre l'évolution, mais déjà ici, sur les presque 1000 doses que nous avons déjà dispensées, ça se passe bien, on n'a pas eu de réaction sévère, on n'a pas eu de cas compliqués, donc tout se passe bien et nous croyons que la vaccination a joué un grand rôle pour la protection, spécialement les personnels de santé, ainsi que les autres personnes qui font partie de l'équipe qui répond à cette épidémie. Depuis que le virus a été signalé au Rwanda, le pays bénéficie de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Son représentant au Rwanda, le Dr Brian Chilombo, apprécie les mesures adoptées par le Rwanda pour contenir l'épidémie, raison pour laquelle rien ne justifierait une éventuelle décision de restreindre les voyages ou les échanges avec le Rwanda. L'OMS déconseille les restrictions de voyage ou commercial avec le Rwanda, surtout dans le contexte de l'épidémie de Marburg en cours. À l'heure actuelle, ces restrictions ne sont pas efficaces et ne sont pas nécessaires pour nous permettre de contrôler la situation. Elles ne vont pas contenir les risques de propagation épidémique. En effet, les initiatives déjà prises par le gouvernement et d'autres partenaires pour contenir l'épidémie sont suffisantes. Le Rwanda poursuit des recherches pour bien identifier l'origine du virus Marburg signalé au Rwanda depuis le 27 septembre dernier, tout en invitant le public au renforcement des mesures d'hygiène, entre autres pour contenir le virus Marburg. Gloria Mukamabano pour la télévision rwandaise. L'Organisation internationale de la francophonie réaffirme sa détermination à renforcer l'enseignement-apprentissage du français dans le monde. C'est ce qu'indique surtout la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui estime qu'il faut faire reculer le recul du français. Je vous propose un extrait d'un entretien que Mme Mushikiwabo nous a accordé récemment en marge du 19e sommet de la francophonie à Paris. Oui, je le dis depuis que je suis à la tête de la francophonie, puisque j'ai la mission de faire rayonner la langue française, que notre état d'esprit n'est pas un état d'esprit de compétition. On ne va pas être bloqué par le fait que la langue anglaise a pris beaucoup d'essor, que c'est la langue qui attire surtout la jeunesse à travers le monde. Je pense qu'on doit être réaliste et comprendre que la langue française aujourd'hui évolue au milieu et j'espère en harmonie avec d'autres espaces linguistiques. Et donc, il y a ce constat-là. Et je le vois aussi parce que c'est la réalité de nos pays. À part la France et peut-être le Québec, en quelque sorte, tous nos autres pays ont d'autres langues. Oui. Et donc ça, c'est la réalité de nos pays. Sur le plan international, la langue française perd du terrain dans les organisations internationales. L'Union européenne ici à côté de nous à Bruxelles, New York au niveau des Nations Unies, même Addis Abeba à l'Union africaine.
Et ça, c'est un constat. Au niveau de l'Europe aussi, nous avons 19 membres de l'OIF qui sont aussi membres de l'Union européenne. Donc mon rôle, c'est aussi de rappeler aux États que c'est eux qui portent la langue et c'est aussi eux qui prennent les décisions par rapport à l'utilisation de la langue française dans les organisations internationales. Oui. Et donc, pour nous, moi, j'aimerais beaucoup que la langue française ne continue pas de reculer. Comme je dis souvent, je suis pour arrêter le recul, faire reculer le recul du français. Oui. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop s'en faire. On est une langue parmi d'autres. Nous sommes quand même un bloc très important. Nous ne devons tout simplement pas perdre de terrain. Et d'ailleurs, j'avais demandé au chef d'État lors du dernier sommet à Djerba, en Tunisie, de s'engager sur la langue française dans le multilinguisme, oui, qui est la réalité du pays. Et je suis très fière de 8 pays, dont mon propre pays, le Rwanda, qui depuis Djerba, donc il y a 2 ans, se sont prêtés à un exercice d'évaluation par l'OIF de l'état de la langue française pour un suivi, un accompagnement de ces pays-là. Donc 8 pays dont le Rwanda est sur les 5 continents, le Vietnam, l'Arménie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, les Seychelles, c'est des pays qui ont accepté de travailler avec nous pour que la langue française soit plus présente dans les pays. Et vous allez bien sûr continuer à appuyer ce programme de mobilité des enseignants de français. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup, on va voir pour la programmation, la planification de 2025, mais c'est un programme qu'on a dans 3 pays, oui, les Seychelles, le Ghana et le Rwanda, et qui marche très très bien. Et donc, j'aimerais qu'on puisse passer à l'échelle. On verra avec les équipes, avec l'administratrice de l'OIF. Je pense que c'est un programme qui va s'étendre puisque la demande est là. Et même dans les pays où ce programme est déjà déployé, qu'on puisse faire plus et avoir beaucoup plus d'impact. Et pour parler davantage de l'enseignement, apprentissage du français, nous accueillons sur ce plateau 2 volontaires de l'organisation internationale de la francophonie qui sont au Rwanda dans le cadre de ce programme de l'OIF de mobilité des enseignants. Nous accueillons M. Bala Fadimba Bagayoko, j'espère que je prononce bien votre nom. C'est bien Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec lui également Mme Amandine Eyono Ongoto, bienvenue dans ce journal. Merci. Pour commencer, vous êtes au Rwanda dans le cadre de ce programme de l'OIF de mobilité des enseignants. Mais avant de parler de ce que vous faites, comment avez-vous trouvé le Rwanda depuis que vous êtes dans le pays? Moi, personnellement, je suis venu trouver un pays avec un peuple accueillant, un peuple chaleureux. Oui. Voilà, et il s'agit vraiment d'un peuple ouvert d'esprit. Parce que partout où on se rend ici au Rwanda, on se rend tout de suite compte qu'il s'agit d'un peuple qui est prêt à partager son pays avec les autres. Voilà, donc je dirais côté climat qu'il s'agit d'un climat agréable à vivre, oui, un climat plutôt tempéré, c'est-à-dire qu'il ne fait ni très chaud ni très froid, et avec surtout les innombrables collines qu'il y a. C'est le pays des 1000 collines. Tout à fait, et qui attire beaucoup plus de touristes, justement. Et Amandine, c'est le même constat? Oui, c'est le même constat, mais je voudrais ajouter qu'au Rwanda, la règle d'or, c'est la sécurité. Je peux sortir à 3 heures sans souci, sans m'inquiéter. C'est vraiment un élément très important et vraiment admirable. Oui. Alors, vous êtes dans l'enseignement du français plus particulièrement. Et parlez-nous brièvement de votre expérience dans vos écoles respectives et comment ça se passe. Alors, il faut signaler tout d'abord que notre mission, qui est le projet de mobilité des enseignants de l'OIF, oui, s'étend sur 3 grands volets, si je peux dire comme ça. Oui. Donc, le premier volet concerne l'enseignement du français dans les classes. Alors, et cet enseignement se fait avec les pratiques pédagogiques variées et innovantes. Oui. Le deuxième volet concerne
l'accompagnement des enseignants locaux. Voilà, on fait tout pour essayer d'accompagner les enseignants locaux rwandais. Et dans ce processus-là, il s'agit d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que nous, voilà, les enseignants locaux rwandais peuvent apprendre de nous, comme nous également, nous pouvons apprendre d'eux. Donc c'est ce qui fait toute la richesse vraiment de ce volet-là. Le troisième et dernier volet, qui est celui de la création et l'animation d'un environnement francophone. Oui. Donc là, le français va s'exporter des murs de la classe. Donc vous allez en dehors de la classe? Tout à fait. On essaie d'exporter le français des murs de la salle pour faire place à des activités beaucoup plus récréatives, voilà, notamment les sketchs, la danse, alors les chansons, et on organise également des concours autour de la langue française et de la francophonie. Alors j'espère que vous ne vous limitez pas seulement aux apprenants et les élèves que vous avez dans les classes. Est-ce que vous allez en dehors, les autres enseignants sont associés à ce programme? Tout à fait. Tous les enseignants de l'établissement d'accueil sont associés à ce programme, qu'on soit enseignant de français ou enseignant d'autres matières. Donc tout le monde est impliqué dans ces activités-là. Oui. Et alors, on peut se poser une question de savoir le niveau des élèves que vous avez trouvés sur place quand vous êtes venu, je crois, en 2022, c'est ça? Oui. Ils avaient un certain niveau. Alors, Amandine, si vous comparez à la situation actuelle, est-ce qu'il y a une évolution? Comment estimez-vous leur niveau? Personnellement, c'est admirable les progrès que font les élèves au quotidien. Les élèves sont peut-être passés du niveau A1, si on parle selon le jargon de l'enseignement du FLE, à un niveau B1 ou A2. Et si un enfant sait déjà dire bonjour, il sait déjà poser des questions, faire des achats, se défendre en situation, réaliser des dépliants touristiques comme je le fais avec mes élèves, là on ne peut que les féliciter. Oui, nous savons que dans l'enseignement, apprentissage, le facteur motivation est un élément clé. Est-ce que vos élèves sont suffisamment motivés à apprendre le français? Ils manifestent vraiment de l'intérêt à connaître parfaitement le français? C'est l'élément le plus indispensable, nécessaire pour réussir à susciter l'intérêt des apprenants. L'apprenant doit être motivé à la base, il doit aimer faire. Et pour cela, l'encadreur, l'enseignant doit l'aider, doit l'amener à aimer la langue française, à aimer les activités, tout ce qui tourne autour de l'enseignement de la langue française. Et pour ça, les enseignants doivent être flexibles, ils doivent être proches des apprenants, ils doivent contribuer à leur épanouissement, oui, et à les aider. Et j'allais vous demander peut-être, si je peux dire, le secret que vous utilisez pour justement relever cette motivation. Est-ce qu'il y a des méthodes assez spécifiques que vous utilisez pour relever cette motivation? Oui, en situation de classe, nous avons beaucoup d'astuces. Moi, ce que je fais, je parviens d'abord à voir la totalité de tous les noms des apprenants. Oui. Et puis, en situation de classe, on joue beaucoup. L'apprentissage devient ludique, devient comme un jeu. On sort un peu du cadre formel ou traditionnel où l'enseignant est un magistère 18 où il enseigne et puis pas non. L'apprenant, moi, je le mets au centre de mon apprentissage. C'est l'apprenant qui fait le cours. Moi, je l'oriente et l'accompagne dans ses démarches. Oui. Et alors, nous avons suivi tout à l'heure la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, qui réaffirme que le français n'est pas en compétition avec les autres langues, mais qu'il doit toujours avoir sa place. Et qu'en dites-vous? Alors, moi, je dirais tout simplement que c'est vérifier ce que Mme Louise a dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde multilingue. Oui. Alors, les langues ont besoin des unes des autres. Donc, une langue ne peut plus vivre, en tout cas, en vase clos. Donc là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'accepter vraiment cette coexistence pacifique.
Voilà. Si je prends un exemple, voilà, il y a l'exemple rwandais qui est là. Oui. Par exemple, vos 4 langues. Voilà, tout à fait. Donc là, parfois, on entend parler le Kinyarwanda, et d'autres parlent l'anglais, d'autres parlent le français et même le Kiswahili. Donc c'est ce qui fait toute la beauté d'une langue. Oui. Et alors, il y a un combat que Mme Mushikiwabo a soulevé, a souligné depuis son accession à la tête de l'OIF, faire reculer le recul du français. Est-ce un combat qui est possible? Alors, c'est un combat qui est vraiment possible aujourd'hui, parce que la question qu'il faut se poser, est-ce que le français est en recul? Il faut comprendre que le français est en perte de vitesse par endroits, notamment en Afrique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour redynamiser vraiment la langue française à travers le monde? Oui. Moi, je dirais premièrement qu'il faut vraiment encourager et appuyer l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage de la langue française là. Voilà. Et cela passe nécessairement par la formation des enseignants, la formation continue des enseignants. Parce que je me dis tout simplement que l'avenir de cette langue française-là se trouve entre les mains des enseignants. Oui. Deuxièmement, je dirais qu'il faut que cette langue française se transforme en un véritable instrument de création d'emplois, instrument d'innovation et surtout un instrument d'accompagnement de la jeunesse. Oui. Parce qu'il faut vraiment offrir des formations à la jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas formée, cela va de soi qu'il va rencontrer des difficultés sur le marché de l'emploi. Oui, et pour terminer, vous êtes dans ce programme de l'OIF, la mobilité des enseignants de français, un programme qui fait déjà la satisfaction de l'OIF. Vous qui êtes sur le terrain, et comment trouvez-vous ce programme? Quels sont les défis peut-être qu'il faut relever? Comment trouvez-vous, un peu de mots, Amandine? C'est un peu particulier, c'est une expérience unique. Aller évoluer dans un environnement où le français a des difficultés, oui. C'est pas évident, mais tant bien que mal, on essaye de progresser, d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, nous sommes quand même fiers avec des projets, surtout avec le programme de mobilité, qui nous a vraiment donné l'opportunité d'être en contact avec les écoles, la population, l'environnement, pour toucher au doigt le véritable problème et trouver des solutions. Oui, et moi aussi, êtes-vous fiers de ce programme, comme l'OIF se félicite déjà de ces résultats? C'est la même chose chez vous? Justement, comme l'a dit déjà ma collègue Amandine, moi j'en suis très fier. Voilà. Il s'agit d'un programme en tout cas qui regroupe en quelque sorte le monde francophone. Parce que si on voit ici au Rwanda, donc là c'est le monde francophone là qui est là. Et tout le partage d'expériences qui va avec là est vraiment enrichissant. Donc là j'ai vraiment foi en ce programme de mobilité des enseignants de l'OIF. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre contribution dans ce combat pour faire reculer le recul du français et pour continuer à travailler pour sa diffusion dans le monde. Je rappelle que donc, nous étions avec Bala Fadjimba Bagayoko et Amandine Eyono Ongoto. Vous êtes volontaire de l'OIF au Rwanda depuis 2022 et merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, c'est par ici que nous allons clôturer cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine et surtout, restez à l'écoute de nos programmes, à la suite de nos programmes de la télévision rwandaise.